Merci beaucoup Jean-Baptiste et Vincent pour cette séquence. Maintenant, nous allons parler de la reprise d'entreprise ensemble avec Céline Saint-Olive-Bach. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Et ben voilà, vous êtes CEO de Noraker, dont on va parler aujourd'hui. Puis à vos côtés, Véronique Raoul. Bonjour. Bonjour, enchantée. CEO de Inalv. Voilà, c'est ça. On va en parler également. Merci. On est très heureux de vous accueillir dans cette séquence visionnaire. Et effectivement, on va le comprendre, on va le voir ensemble. Vous êtes deux visionnaires avec vos activités. Céline, avant de parler de votre vie d'aujourd'hui, vous faisiez quoi avant Noraker? Quel a été votre parcours professionnel? Je suis ingénieure biophysique de formation et j'ai travaillé avant Noraker dans les labos de R&D. D'abord dans le médical chez Philips sur les scanners à rayons X dans les labos de R&D, développer des nouvelles méthodes d'imagerie médicale. Et puis ensuite 8 ans chez L'Oréal, d'abord en France puis en Chine, où j'étudiais de nouvelles molécules pour développer de nouveaux produits capillaires. Véronique, j'ai la même question. Avant. Le Avant. parcours. Eh ben, c'est pareil, j'ai un parcours alors, avec quelques similarités. Moi, je suis ingénieure en génie civil, rien à voir avec les microalgues. J'ai travaillé pendant 8 ans dans le monde de l'éducation des jeunes aux sciences. Puis, j'ai eu ma propre agence de presse et de production visuelle, qui était mes premières sociétés, avant de travailler pour Chanel Parfum Beauté à l'interface marketing, recherche, tout ce qui était pilotage de l'innovation, avant de décider de reprendre Inalv. On va parler effectivement de vos reprises d'entreprise. Céline, qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre Noraker? Pourquoi cette société? Alors Noraker est fondé en 2005, c'est un spin-off de l'INSA, donc issu d'une université, et très rapidement, le métier de Noraker, c'est la régénération osseuse, donc des dispositifs médicaux qui régénèrent l'os. Donc ce sont des produits qui nécessitent une durée de développement et une durée de mise sur le marché assez longue, plusieurs années. Et donc pour arriver sur le marché, nécessite aussi des investissements significatifs. Et nous avons un petit fonds familial en fait qui investit très tôt dans ce type de société en santé en France. Et dès 2007, notre fonds a investi dans Noraker. Et les premiers produits sont sortis, mais la philosophie du fondateur était plutôt de chercher plutôt que d'aller faire du business. Et donc au bout d'un moment, voilà, on s'est retrouvé un peu à court de cash. La société était en grande difficulté en 2015. Elle avait des produits sur le marché, mais pas de chiffre d'affaires. Nous étions au bout de nos possibilités financières. Et c'est là où en fait, j'ai pris les rênes opérationnelles de la société pour vraiment comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. J'étais persuadée de l'intérêt technologique des produits. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis devenue commerciale pour aller taper à la porte de tous les chirurgiens et de tous les distributeurs du milieu pour comprendre pourquoi le produit allait fonctionner. Et alors, en quelle année vous avez repris les rênes? J'ai repris en 2015, donc 2015. presque 10 ans. Bientôt 10 ans, effectivement. Véronique, même chose, pourquoi Inalv? Pourquoi cette société? Qu'est-ce qui vous a plu? Et pourquoi vous êtes dit, bah oui, il faut que j'aille dans ce projet de reprise? Alors en fait, moi j'ai quitté Chanel Parfum Beauté avec le souhait en fait de redevenir entrepreneur et de mettre mon expérience au service de l'impact. Donc soit en transformant une entreprise pour qu'elle ait plus d'impact, soit dans une entreprise nativement à impact. J'ai quitté, c'était juste après, il y a eu le Covid, donc c'était pas le moment de racheter une entreprise. Je me suis installée dans le sud de la France et j'ai croisé la route d'Inalv. Et à un moment donné, ce sont les salariés qui sont venus me chercher, puisqu'en fait, les fondateurs avaient fait un très bon travail de transformation d'un concept en une réalité, la production de microalgues sur biofilm. Mais par contre, là aussi, il y avait une erreur de marché, en fait, des problèmes de business, de stratégie. Et du coup, il était temps de faire un pivot. Et en fait, la société était un peu pareille, elle était exsangue, il y avait plus d'argent. Mais par contre, j'ai été convaincue par l'innovation, convaincue par le fait qu'il y avait énormément de potentiel. Et donc, j'ai décidé d'investir dans la société, ce qui a permis d'embarquer avec moi les investisseurs en faisant un pivot stratégique radical. Et aujourd'hui, d'être sur la bonne voie pour un bon développement. Avant de poursuivre, juste une petite parenthèse sur l'entreprise à impact. En fait, c'est quoi et ça implique quoi au quotidien? Ah, ça implique quoi? Alors l'impact, ça n'a de sens que si on le pense dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le social, l'environnemental, le sociétal. Pour moi, l'impact, c'est un impact à la fois économique, social, environnemental. Il ne peut pas y avoir l'un ou l'autre, en fait. Et donc, ça veut dire qu'au quotidien, c'est penser en interne à s'occuper d'abord de ses équipes avant de vouloir faire du bien pour le monde extérieur. C'est de se dire que si on veut avoir un impact, on a un système qui est extrêmement économe en énergie, mais ça veut dire qu'au quotidien aussi dans l'entreprise, il faut voyager en train plutôt qu'en avion, même si on vient de Nice. Voilà, ce genre de choses.
Céline, quels étaient en 2015 quand vous avez pris les rênes alors on a compris les enjeux de manière globale, mais dans le concret, les défis quand vous avez pris les rênes, c'était quoi? Alors, les défis, c'était de dépenser l'argent de façon responsable Ok. et optimisée. C'est bien. Je Commençons pense par que ça. les femmes patronnes se retrouvent souvent sur ces sujets de dépenser l'argent correctement. Hein. Ouais, ça, je pense qu'on a une vision à long terme en fait. Et donc, j'ai vraiment fonctionné en mode lean. J'ai continué un seul projet de développement. Nous avions un seul produit sur le marché. Il nous en fallait un deuxième pour être complémentaire et proposer une offre complète. Donc, je n'ai poursuivi qu'un seul projet de développement. Donc moins de recherche derrière. Moins de recherche. Ok. Je n'ai pas recruté pendant 3 ans. On était 10. On est resté 10 pendant 3 ans. Au niveau commercial, je me suis séparée de mon responsable commercial qui, à mon sens, ne faisait pas le job. Et j'ai pris, moi, ce bâton de pèlerin, ce qui m'a fait faire quand même des économies d'un point de vue commercial. Et pour le coup, j'ai vraiment pu comprendre comment vendre le produit, quelles étaient les spécificités qu'il fallait mettre en avant pour convaincre les chirurgiens ou les distributeurs et construire ensuite en fait une offre qui soit attrayante pour ses partenaires. Quand on a préparé l'échange, vous m'avez dit qu'il fallait faire beaucoup avec peu d'argent, c'est ça? Oui. Je me suis moi-même très peu payée pendant beaucoup d'années. Oui. Je suis d'ailleurs toujours très peu payée, mais c'est un autre sujet. On en parlera après. Oui, c'est ça. C'est vraiment un état d'esprit lean. On étudie tous ensemble au niveau de Codir pourquoi ce projet doit être financé, quels sont vraiment les points nécessaires, et tout ce qui n'est pas nécessaire, ce sera pour plus tard. Oui, parce que dans vos cas, toutes les deux, on a bien compris, c'est des reprises d'entreprise qui étaient en difficulté. Véronique, même question, les défis au moment où vous avez repris, par quoi vous avez commencé, tiens, voilà. Alors c'est toujours compliqué de reprendre une entreprise. Ma chance, c'est que en fait, j'ai travaillé avec les salariés qui étaient d'accord pour que je reprenne l'entreprise. Mais par contre, ça m'a amené aussi à me séparer de salariés, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réduit de 50% les effectifs. On est passé de 12 à 8. Je ne me suis pas rémunérée pendant 2 ans. Et l'idée, c'était on n'a pas eu d'augmentation de salaire pendant 3 ans. Et moi, je faisais le poste de 4 personnes. Voilà. Mais comme dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, on a énormément fait de choses en peu de temps et du coup il faut là aussi se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel là, c'était de se dire sur quel marché cette innovation a réellement une valeur différente. C'était aussi, comme dans ton cas, de réduire les activités. Notre objectif, c'était d'être le meilleur producteur possible, pas de faire de la transformation. Il y a d'autres gens qui savent très bien transformer. Notre savoir-faire, il est dans la production de microalgues. Donc c'est à chaque fois de se dire où est-ce qu'on a une valeur ajoutée, qu'est-ce qui est essentiel à court terme, quel est le marché où on doit aller maintenant, et le reste, pas l'exclure, mais le repousser à plus tard. Et peut-être juste pour conclure, on a beaucoup travaillé sur se faire connaître et se faire reconnaître. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on rayonne et que les gens, petit à petit, viennent à nous. Et aussi utiliser tout le financement public en France, en Europe. Il y a énormément de financement qui peut être à nos portées quand on est sur des sociétés comme les nôtres. Et ensuite, voilà, il faut construire les projets, les expliquer, se vendre et profiter de tout cet écosystème, que ce soit au niveau de l'Europe ou aussi de la France avec le plan France 2030, par exemple. Oui, alors nous c'était un peu différent parce que comme on revenait de loin, on était un peu, on n'avait pas vraiment accès au financement puisqu'on devait de l'argent à des gens, donc on devait rembourser des dettes. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt... Ma stratégie a plutôt été de convaincre des investisseurs. C'est pour ça que moi, j'ai mis de l'argent dans la société, ce qui a permis d'emmener les gens. Et peut-être aussi quelque chose qui est très féminin. Souvent, dans les startups, on a tendance à vouloir survendre. Donc, on est les meilleurs du monde. Personne ne sait faire ça. On va vous promettre des chiffres à plusieurs zéros. En fait, j'étais plutôt sur la transparence et l'honnêteté. Quand on avait un problème, je disais, là, on a un problème. Oui, les chiffres que je vous annonce, ils ne sont pas super sexy, mais je suis sûre qu'on va les réaliser. En fait, c'est plutôt d'être dans... Je pense que ça, c'est assez caractéristique et ça donne confiance aux investisseurs de venir avec vous, en fait. Est-ce que vous avez parlé toutes les deux tout à l'heure de l'investissement, de temps, d'argent. Est-ce qu'on se fixe des limites jusqu'à ce qu'à un moment donné, le point de bascule, alors on en discutera après de la rentabilité, vous n'êtes pas au même stade pour l'instant toutes les deux, mais c'est quoi la limite qu'on se fixe à un moment donné, que ce soit au niveau du fonds, au niveau personnel ou de votre argent? Moi, je m'étais donné 2 ans. Okay. On avait décidé avec les actionnaires que j'avais 2 ans on avait dit 2 ans, ça passe ou ça casse. C'est passé visiblement. Alors on a mis un peu plus que 2 ans. Ok. Mais
la tendance était bonne. Donc, et notamment grâce à l'investissement, à l'argent public, aux subventions, on a pu continuer à alimenter la société. On est passé rentable en 2019. Ok. Et sur les limites? Alors les limites, en fait, elles sont... Alors déjà, moi, il faut qu'on soit confortable en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, j'étais prête à investir beaucoup. Mais par exemple, il n'était pas question que je revende ma maison ou que je la mette en hypothèque. C'est-à-dire que de garder un minimum de sécurité pour se dire si demain ça échoue, je peux continuer à vivre. Après, c'est aussi une responsabilité parce qu'en fait, j'ai été beaucoup aidée par les business angels, alors par des fonds, mais surtout par les business angels qui croyaient en moi. Et en fait, quelque part, c'est de l'argent personnel. Hein. Même s'ils ont de l'argent, c'est leur argent. Donc une responsabilité à me dire, je me dois d'avoir des limites. Et j'avais un temps qui était, alors moi, qui était à 2 ans et demi, où en fait, en disant, si ça, j'ai pas réussi ça en décembre 2023, là, il y aura trop de risques financiers, en fait. Et donc, il faudra accepter qu'on arrête. Voilà, on a réussi. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors, Véronique? Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas encore une start-up rentable. Hein. On est encore en phase de scale-up, donc de mise au point de notre technologie. Par contre, ce qu'on a fait, qui est essentiel pour convaincre les investisseurs, c'est qu'on a trouvé notre marché. C'est-à-dire qu'on a montré qu'on avait un produit qui était exceptionnel, qui est vraiment unique au monde, avec du coup des gens qui, une fois qu'ils essayent le produit, ils n'ont qu'une envie, c'est de l'acheter. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a un bon problème, c'est qu'on n'est pas capable de fournir nos clients. Et donc là, les étapes qui nous restent à franchir, c'est de mettre au point, de sécuriser le système de production complètement, afin de construire le premier site industriel. Et ça, c'est pour quand? On parle sur ces étapes? Alors en fait, on parle d'un démonstrateur donc, qui n'est pas encore tout à fait le premier site industriel, mais qui est une étape intermédiaire, qui est prévue pour 2026. Céline. Donc nous avons trouvé notre marché, le marché de la régénération osseuse. C'est un marché qui a été très difficile à atteindre en fait parce que d'abord il faut arriver à décrocher des rendez-vous avec des chirurgiens. Vous imaginez bien, on ne tape pas à la porte de la consultation du chirurgien comme ça met des mois en fait pour entrer en contact avec eux. Et ensuite quand vous avez un rendez-vous, il vous dit laissez-moi votre produit, revenez dans 6 mois et je vois s'il a marché. Parce que nous on est vraiment sur de long terme, c'est de l'implantable. Donc il suit ses patients pendant des mois et des années. Donc l'avantage c'est qu'une fois qu'on les a captés, ils sont très fidèles. Si le produit fonctionne, notre produit, on a très rarement des gens qui nous disent je n'en veux pas une fois qu'ils l'ont essayé. On doit avoir 99% de taux de réussite une fois qu'on est rentré. Et on est sur du fidèle, du récurrent. Et la plupart de mes partenaires aujourd'hui avec qui j'ai commencé il y a 10 ans sont toujours là. Donc ce marché est un marché stable, mais il ne faut surtout pas se reposer sur nos lauriers. Et l'idée qu'on a eue, en fait, c'est vraiment d'écouter le marché, d'écouter les utilisateurs, les chirurgiens. Et on s'est rendu compte, notamment dans une indication, la chirurgie du traitement de l'ulcère du pied diabétique. Les diabètes, souvent... se font des ulcères au pied, des ulcères qui d'abord sont sur les tissus mous et ensuite qui vont dans l'os. Donc ça nécrose l'os. L'os devient infecté, il faut le retirer. Donc on utilise nos produits. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir intervenir avant qu'on soit à ce moment vraiment très compliqué sur le patient, qui peut aboutir à des amputations. Une fois sur 2, c'est amputation du pied. Donc on a développé une nouvelle techno où on traite en fait les plaies complexes avant qu'on soit arrivé sur l'os pour être un peu plus en préventif. Donc voilà, ça c'est notre nouveau marché qu'on est en train de développer et on se base énormément sur notre marché actuel et sur tous les retours positifs qu'on a des chirurgiens pour maintenant atteindre ce nouveau marché qui est l'ulcère. Mais c'est ça les prochaines étapes pour vous? Voilà, l'ulcère et puis les US. Notre nouveau... Ouais, d'accord. C'est bien, on a un petit teasing, c'est parfait, on parlera de l'international juste après. Juste depuis que vous avez repris vos 2 entreprises, c'était quoi les résultats les plus significatifs depuis la reprise? Qu'est-ce qui... un moment qui a été très important pour moi, c'est 2019, break-even, on passe rentable. Ça, on se dit, ça y est, le plus dur est derrière nous, quoique, on ne sait jamais. Mais voilà, on a démontré qu'on sait faire. Donc, si on a besoin de lever derrière ou d'aller chercher de la sub, on a aussi des bilans qui prouvent aux banques et aux partenaires qu'on est capable d'y arriver et que remiser avec nous, ça a du sens. Alors moi, je me souviens d'un moment, il y a eu 2 moments très significatifs. Il y a eu celui où un salarié m'a dit « Mais est-ce que tu ne veux pas reprendre l'entreprise ?» J'ai pris mon vélo, j'ai fait 2 heures de balade au bord de la mer parce que j'ai la chance d'être à Nice. Et je l'ai rappelé, j'ai dit « Ok, le défi est énorme, mais il est passionnant et je fonce. » Et le deuxième, finalement, c'était 2 ans et demi plus tard, puisque c'était... Voilà.
c'est quand on a quand on a signé le deal pour une levée de fonds avec Seventure Partners et qu'on a signé avec eux et suivi assez rapidement de l'entrée au capital aussi de la BPI France, où là, j'avoue, j'ai versé une petite larme parce que finalement, c'était la preuve qu'on avait eu raison d'y croire, que ça valait le coup et voilà, qu'il faut y aller, qu'il faut oser. Et que j'avais eu raison, en fait. Beaucoup d'efforts récompensés à ce moment-là. Voilà. Et l'international, alors on y est, l'international pour Noraker, c'est quoi les projets? Alors aujourd'hui, chez Noraker, on fait entre 70 et 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Ça a toujours été dans l'ADN de Noraker, peut-être probablement aussi avec mon parcours. J'ai beaucoup travaillé à l'international. J'ai d'ailleurs plus souvent travaillé à l'international. Ça a toujours été France. depuis que vous avez repris les rênes ou ça a toujours été avant déjà? C'est-à-dire avant que j'arrive, il n'y avait pas beaucoup de ventes. Oui, bon, c'est vrai. Ok. Donc 2015. Enfin, bref, c'était au début de l'histoire aussi. Donc l'international, oui, c'est vraiment chevillé au corps de l'histoire de Noraker. Et même, je dirais, l'international nous a aussi sauvés en 2020. En 2020, les chirurgies programmées sont toutes déprogrammées. Nous, 90% de notre business, c'est la chirurgie programmée. Donc en France et en Europe, on arrête tout pendant 3 mois. Donc les équipes, certes, sont au chômage technique, mais en même temps, il reste encore énormément de frais fixes à absorber. Et heureusement, à ce moment-là, on a eu deux enregistrements au Brésil et en Australie qui ont été pour nous des leviers extraordinaires de croissance. Et grâce à l'international, on a passé une année, finalement 2020, relativement stable, avec même un petit peu de croissance. Pour des projets comme la santé, viser l'international, c'est nécessaire tout de suite parce que les temps de mise sur le marché et les coûts sont tels que le marché français n'est absolument pas suffisant pour couvrir nos coûts de développement. Je vois que tu approuves. Il y a des similarités, c'est-à-dire qu'en fait, nous, aujourd'hui, je crois que c'est 70% de notre chiffre d'affaires qui est petit, mais qui est là, est à l'international. Et le grand potentiel est aussi à l'international. Pourquoi? Parce que le premier marché qu'on adresse, c'est celui de l'alimentation à travers l'aquaculture, qui est un enjeu clé pour nourrir le monde demain de manière saine et sans détruire la planète. Or, en fait, l'aquaculture en France et en Europe en général est très peu développée. Il faut savoir qu'en fait, on ne produit que 10% de ce que l'on mange en produits de la mer en Europe. Donc en fait, notre enjeu, il est double. C'est à la fois à court terme, servir l'international à travers l'export de manière à vendre nos produits, mais aussi contribuer à réintroduire en Europe et en France une aquaculture de qualité. Toutes les deux, tout à l'heure, vous avez abordé un tout petit peu le sujet des femmes CEO, dirigeantes. Est-ce qu'il y a une question, un sujet de légitimité, et peut-être spécifiquement dans un projet de reprise d'entreprise en tant que femme? Est-ce que vous le ressentez? Non. Je crois que tu le dis, c'est toi qui le disais la dernière fois. Enfin, on le ressent si on a envie de le ressentir, en fait. Et je pense que ni toi ni moi, on se pose vraiment ces questions-là, en fait. On avance, on y va. À partir du moment où on s'estime légitime, on l'est. Mais juste avant que tu rebondisses, Céline, tout à l'heure, Véronique disait, sur la partie commerciale, en tout cas, on a peut-être ce petit truc en plus, nous, d'être j'ai vécu des moments de solitude, notamment sur des salons internationaux Middle East, à Dubaï, pour ne pas les citer, ou quand on est une femme, clairement, on ne vous parle pas, en fait. Moi, je suis sur le stand avec mon directeur commercial. Lui m'introduit comme la patronne. En face, on ne m'adresse pas la parole. Oui, il y a quelques petits moments de solitude. Après, on efface ça bien vite et on repart avec l'équipe. Véronique? Non, mais je suis d'accord. Alors, après, c'est peut-être... Alors, j'ai dépassé la 50aine, on va dire ça comme ça. Alors, peut-être qu'il y a un moment... En fait, je crois que je me suis jamais, de toute façon, posé la question dans ma carrière de savoir si j'étais une femme ou pas. En fait, je suis un être qui travaille, qui sait faire son travail. Et je pense qu'en fait, en tant que femme, il faut qu'on arrête... Enfin, moi, je pense de se mettre des barrières. Après, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être un obstacle. Mais je crois que c'est comme toutes les choses dans la vie. C'est si on se pose la question, alors le problème arrive. Si on ne se pose pas la question, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce. Si vous avez confiance en vous, les gens ont confiance en vous. Et en fait, je crois que c'est là qu'est le secret. Ayez confiance dans votre projet, ayez confiance en vous et ça marchera. Et juste pour rebondir, tout se joue très tôt, en fait, chez les enfants. Nous, à la maison, on a un modèle un peu particulier. Mon mari s'est organisé sur son travail pour être beaucoup plus à la maison et moi, beaucoup plus à l'extérieur. Donc, on est sur un modèle atypique. J'ai une petite fille qui a 12 ans maintenant et quand elle a eu 6-7 ans, un jour, elle rentre de l'école, elle me dit « Maman, je vais être un garçon ».
Pourquoi? Parce que les garçons, ils peuvent tout faire et les filles, elles ne peuvent pas tout faire. Et il y a énormément de choses qui se jouent à l'école entre 6 et 8 ans, 10 ans, où les filles se mettent elles-mêmes plein de barrières. Et si on n'est pas derrière pour leur répéter tous les jours que si tu peux tout faire, et même tu peux faire même plus que les garçons, oui, tu peux tout faire. Voilà, donc je l'ai brainwashée pendant plusieurs mois pour qu'elle se rende compte que non, tout ça, c'était des limites qu'elle se mettait toute seule, que l'école, que la société lui rabâchait de manière complètement inconsciente. Et maintenant, ça y est, elle sait qu'elle peut tout faire. Oui, alors je dirais, alors, par contre, les femmes, prenez le pendant, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'aide pour les femmes du coup, puisqu'il y a tout ce discours autour de l'égalité pour les femmes. Donc je dirais que c'est presque maintenant un avantage, c'est-à-dire que être une femme ouvre des portes plus qu'à certains hommes, ou des prix, ou des reconnaissances. Donc en fait, il faut presque en profiter. Pour conclure ensemble, quelles erreurs quelques conseils en tout cas à donner à ceux qui auraient un projet de reprise d'entreprise et surtout quelles erreurs ne pas commettre pour conclure? Quand on reprend une entreprise, il y a toujours des surprises. Il y a beaucoup de squelettes qu'on récupère et qu'on n'avait pas anticipé. Donc s'entourer, je dirais d'abord, moi c'est vraiment, moi quand j'ai repris la société, j'étais ingénieur, hein, j'avais dirigé une entreprise, je l'avais jamais fait, le financier, le commercial, jamais fait. Et l'écosystème BPI, les régions, les métropoles, les villes propose énormément d'aide et d'accompagnement. Donc voilà, je dirais peut-être le premier conseil, c'est s'entourer, écouter ceux qui sont passés par là. Et je pense qu'en France, on bénéficie quand même d'un environnement très bienveillant, très complet, pour que les uns et les autres puissent supporter les entrepreneurs. Et comme disait Nicolas Dufour en début de journée, les entrepreneurs, mettons-nous en avant pour faire bouger la société et aller en avant vers le progrès. Véronique, le mot de la fin? Oui, je pense que ça va être un peu la même chose. C'est une fois que vous êtes convaincu que c'est la bonne idée, qu'il faut foncer, alors ne vous posez plus trop de questions, il faut foncer et il faut faire jouer le réseau. C'est-à-dire qu'en effet, c'est s'appuyer sur ces équipes qui connaissent beaucoup mieux que vous leur métier et bien sûr les challenger. C'est profiter de la BPI ou de tous les organismes qui existent pour ouvrir des portes, avoir accès à des réseaux. En fait, voilà, c'est vraiment de s'appuyer sur tout un écosystème qui est là pour vous soutenir, idéalement. Et puis surtout, en fait, alors je pense que la grande qualité d'un entrepreneur, on le dit souvent, c'est la résilience. Moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est que si j'ai une tuile, et ça m'est arrivé, en fait, pendant 1 heure, je suis un peu affectée. Et puis après, allez, on passe à autre chose. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire, donc il ne faut jamais s'arrêter au petit obstacle. Voilà. Et on terminera là-dessus. Merci toutes les deux d'être venues dans notre cercle, Céline et Véronique, et bonne continuation pour les années à venir avec vos entreprises respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Et tout de suite, vous pouvez les applaudir. Oui, très bien. On est en public aujourd'hui, en direct ici à l'Accor Arena pour BPI France Innogénération. Et dans notre cercle, on va maintenant recevoir Maud Simoneau, à la fois autrice et éditrice.